Bonjour à tous et bienvenue dans nos rendez-vous Discovery Days. L'objectif de Discovery Days, c'est de faire découvrir les parcours de nos diplômés. Aujourd'hui, on a énormément de chance. On est avec Amandine et Maxime. Ils vont se présenter tout à l'heure. On va avoir du temps pour échanger avec eux. Eux, ils ont fait leur carrière dans le luxe et on va faire un focus sur ce qu'est le luxe, ça veut dire faire carrière dans le luxe. Et on va voir plein de tips et des conseils de la part d'Amandine et Maxime. Passer au parcours d'Amandine et de Maxime. Alors, je vais vous présenter Amandine d'abord. Je suis ravie car Amandine et Maxime, je les ai eus en étudiant quand j'étais enseignante au BBNSEC. J'ai eu la chance de les avoir en cours. Et d'ailleurs, Amandine était mon étudiante dans le cours de marketing de luxe. Amandine, je vais te laisser te présenter. L'idée, c'est que tu présentes ton parcours, que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé comment tu es devenu coordinateur Design Studio. Et après, après d'avoir échangé avec Maxime, on a plein de questions pour vous deux par rapport à comment vous êtes arrivés là dans vos postes de rêve. Merci Niki pour cette introduction. Merci beaucoup. Déjà, bonsoir à tous. Je suis très contente de partager avec vous ce soir mon parcours. Donc, si je reviens un petit peu aux sources, on va dire, si je reviens à ma dernière année de lycée, moi, j'ai effectué un bac ES option économique. J'ai toujours voulu rester dans un parcours assez généraliste parce que j'avais pas d'idée précise au lycée du parcours professionnel que je souhaitais entreprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une option assez généraliste qui m'offre un petit peu toutes les opportunités. Donc, durant mon année de terminale, j'ai fait pas mal de portes ouvertes d'école afin de me permettre de savoir un petit peu où est-ce que je voulais aller et quelle direction je voulais donner à mes études supérieures. Et j'ai notamment donc fait les portes ouvertes de l'ECE. Mon choix s'est quand même assez vite orienté vers une école de commerce parce que, encore une fois, je voulais avoir la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger. Je voulais avoir l'opportunité aussi de tester différentes filières. Donc, je ne savais pas du tout à l'époque vers quoi j'aurais préféré me diriger. Si je préférais le marketing, la finance, etc. parce que c'était des choses qu'on n'étudie pas forcément au lycée. Et en fait, je trouvais que l'option école de commerce était parfaite parce que ça vous donne une ouverture d'esprit et ça vous donne une multitude d'opportunités en termes de spécialisation après. Donc, je me suis dit, je vais pouvoir, ça va me permettre de me tester un petit peu et de découvrir vraiment où sont mes facilités, où sont mes forces et ça allait me permettre d'orienter mon cursus professionnel. Donc, j'ai choisi l'ECE pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait que c'est une école qui offre énormément d'opportunités de terrain, donc de faire différents stages. Au fil des années, vous avez des stages de différentes durées. Donc ça, j'ai trouvé ça très important. Et également, le plus important, le fait de pouvoir partir à l'étranger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'animait déjà à l'époque. J'avais ce besoin et cette envie de découvrir les différentes cultures. Donc, lorsque j'ai commencé à l'ECE, j'avais pas du tout d'idée précise sur le secteur professionnel où je souhaitais aller. Je suis passée par différentes étapes, par différentes envies de métier. Au tout début de l'école, en première et deuxième année, j'étais très intéressée par l'événementiel. Donc, j'avais axé mes recherches de stage plutôt en événementiel. Et puis, au fur et à mesure, en fait, des années, des cours, vous apprenez à savoir ce qui vous plaît de plus en plus, là où vous développez vos forces également. Et l'année qui a été extrêmement déterminante, on va dire, a été forcément la 4e année, la dernière année, où là, c'est la plus importante parce que c'est celle qui va définir votre stage le plus long, donc qui est un stage de 6 mois. Et c'est elle vraiment qui va définir votre entrée dans la vie active par la suite. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme croissance et une énorme évolution en termes de personnalité. Si on voit de la première à la 4e année, on devient beaucoup plus mature et il y a vraiment un énorme gap qui s'opère au fil de ces 4 ans. Et donc, à la suite, au cours de ma 4e année, j'ai eu 2 opportunités.
à l'époque, après l'événement le plus long, donc qui est un stage de 6 mois. Et c'est elle vraiment qui va définir votre entrée dans la vie active par la suite. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme croissance et une énorme évolution en termes de personnalité. Si on voit de la première à la 4e année, on devient beaucoup plus mature et il y a vraiment un énorme gap qui s'opère au fil de ces 4 ans. Et donc, à la suite, au cours de ma 4e année, j'ai eu 2 opportunités. À l'époque, après l'événementiel, j'ai été très intéressée aussi par le secteur de la restauration. Et donc, j'ai eu 2 opportunités. La première, c'était de réaliser un stage en tant que project manager dans un groupe de restauration parisien qui détient plusieurs enseignes. Donc, l'opportunité était quand même très intéressante. Où j'ai eu aussi l'opportunité de faire un stage en tant qu'assistante commerciale chez Dior. J'avoue que même si le secteur de la restauration m'intéressait énormément, elle m'intéresse toujours aujourd'hui, mais plutôt en tant que passion, j'ai choisi Dior parce qu'il y avait la force du groupe LVMH derrière et je me suis dit que ça allait être un beau tremplin pour commencer ma carrière. Et donc, j'ai pas été déçue du tout. Mon poste était assistante commerciale sur le marché italien. Parce que donc, lorsque j'étais au lycée, ma seconde langue était l'italien et j'ai continué à développer cette compétence-là au cours de mes années étudiantes à l'ECE. Mon stage de 2e année, je l'avais réalisé aussi en Italie. Donc, ça a permis vraiment de me débloquer dans la langue et de me permettre aussi de pouvoir être à l'aise après au cours de mon stage dans une langue étrangère. Et donc, en termes de secteur, j'étais bien évidemment déjà à l'époque très sensible au secteur du luxe et à tous les produits. Et cet univers-là m'attirait déjà beaucoup. En revanche, en termes de métier propre, je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. Et donc, cette première expérience d'assistante commerciale, ça m'a beaucoup appris, dans le sens où ça m'a appris notamment que je ne souhaitais pas poursuivre dans ce secteur, dans ce département, on va dire. Ça m'a déclenché et ça m'a donné la confiance que le secteur du luxe était vraiment le domaine dans lequel je voulais poursuivre ma carrière. En revanche, le département commercial, pas réellement. J'ai tout de suite développé une sensibilité produit très forte dès lors ce stage. Et donc, par la suite, j'ai eu l'envie de travailler dans un département plus produit où j'allais être au plus proche de la création du produit. C'est pour ça qu'à la fin de l'ECE, il était très important pour moi de réaliser un Master 2. Donc, j'ai choisi de faire mon Master 2 à l'INSEC. Le master que j'ai choisi, je l'ai réalisé à Lyon. Il s'appelait International Business Management. Encore une fois, je pense que en termes de cursus, j'ai toujours eu cette peur de spécialisation. J'ai toujours préféré rester très généraliste et plutôt me spécialiser dans les stages. Mais en termes de formation, je préfère quelque chose de généraliste qui me permet une ouverture d'esprit général sur tous les sujets, plutôt que de m'orienter nécessairement vers une spécialité en cours, parce que j'estime que la spécialité, elle s'apprend avec le temps en entreprise et pas nécessairement à l'école. Et je pense que c'est quand même une force d'avoir un parcours généraliste. Ça vous permet d'être adaptable à plusieurs départements et à plusieurs métiers par la suite. C'est que mon opinion. Mais en tout cas, je suis vraiment satisfaite du parcours que j'ai choisi. Et donc, International Business Management, ça m'a permis de découvrir différents marchés internationaux. Donc, j'avais des cours de marchés américains, des cours de marché africains, des cours de marché asiatiques et européens. Ma classe était très internationale, donc j'ai été confrontée à l'anglais, encore une fois, de manière très intense, de par les cours, mais de par mes collègues aussi. Donc, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait ce côté multiculturel, que ce soit dans ce que j'apprenais à l'école, mais aussi en vie étudiante. Donc ça, et ça m'a aussi permis du coup d'être un grand atout pour la suite de ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé à Londres pendant 4 ans par la suite. Je suis rentrée l'année dernière. Et là, j'ai retrouvé cet aspect multiculturel, melting pot que j'ai pu avoir au cours de mon master, alors que je l'ai effectué à Lyon en France.
Mais j'avais totalement ce ressenti un peu de melting pot comme j'ai pu avoir à Londres. Et c'est ultra formateur et j'ai adoré ça. C'était très dépaysant. On a beau rester dans sa vie natale, mais en fait, c'était extrêmement intéressant, ne serait-ce que de parler des langues étrangères, euh, de comprendre comment les gens vivent dans leur pays, les différences de culture, de réaction, d'appréhension. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et grâce à mon stage de fin d'études de 5e année au cours de mon Master International Business Management, j'ai effectué encore une fois un stage de 6 mois. Et là, j'ai décidé donc d'orienter ma recherche toujours dans le secteur du luxe, mais de manière beaucoup plus précise et dans le développement du produit. Donc là, j'ai décroché un stage chez Saint Laurent en tant qu'assistante merchandiser, ce qui correspond à un poste d'assistant chef de produit. Donc en fait, là, vous prenez réellement part au processus de création du produit, du dessin jusqu'à sa commercialisation. Donc en fait, il y a toutes les étapes de processus de création qui sont développées au sein de ce département. Donc c'est-à-dire que ce soit le côté design du produit, au niveau de son prix ou au niveau de la communication, dans quelle boutique est-ce qu'il va être présenté, etc. Donc en fait, c'est vraiment ultra global. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment le processus du cycle de vie du produit de A à Z. Donc là, vraiment, j'ai trouvé ma voie grâce à ce stage et j'ai su que c'était dans ce type de département que je voulais continuer d'entreprendre et de développer ma carrière. Donc, à la suite de cette expérience de 6 mois, malheureusement, il n'y avait pas de possibilité d'embauche à ce moment-là. Donc, ils m'ont proposé d'effectuer un autre master qui était totalement géré par la société à l'époque, un master en alternance qui me donnait l'opportunité de continuer à la fois quelques jours à l'école, d'avoir un autre diplôme et de continuer mon expérience en entreprise à quasiment 3 jours par semaine. Donc, c'était un gros bénéfice et pour moi et pour eux parce que ça m'a permis de rester 1 an de plus. Donc ça m'a permis au final de rester 1 an et demi chez eux. Et donc, ce qui fait qu'en sortant d'école, je suis ressortie avec mon diplôme de Master 2 plus 2 ans d'expérience de stage. Et je pense que ça a clairement fait la différence après lors de mon entrée sur le marché du travail, puisque avoir 2 ans d'expérience de stage, c'est quand même, c'est assez rare et toutes les écoles ne proposent pas autant d'expérience et ça permet vraiment de faire la différence face à d'autres étudiants qui ont fait peut-être d'autres cursus et qui auront peut-être que 6 mois à 1 an de stage. C'est assez déterminant, je trouve, vraiment l'expérience professionnelle lors de votre entrée sur le marché du travail est vraiment primordiale. Plus longue elle est et je pense plus elle vous permet après d'optimiser vos chances de trouver un travail assez rapidement. À la suite de cette année et demie chez Saint Laurent, encore une fois, manque de chance, il n'y avait pas de possibilité d'embauche chez eux à ce moment-là. Donc j'ai trouvé par mes propres moyens et via à l'époque une agence d'intérim une opportunité qui était censée durer 1 mois au sein de la maison Lanvin et ça s'est très bien passé. Au sein de cette mission a été étendue de mois en mois. J'ai commencé un CDD. J'ai été embauchée en CDD chez eux en tant que chef de produit chaussures femmes à ce moment-là. Et puis après, au fur et à mesure des opportunités qu'il y a eu au sein de la maison, j'ai été embauchée en CDI en tant que chef de produit chaussures hommes. Donc ça m'a permis de découvrir une autre catégorie qui était l'homme et que je ne connaissais absolument pas dans le passé. Et donc, encore une fois, ça a enrichi mon expérience professionnelle et ça a été très intéressant. Après ça, je suis partie 4 ans à l'étranger à Londres, toujours en tant que chef de produit pour une marque anglaise pour ses accessoires sur la chaussure, les bijoux et les lunettes. Et donc là, aujourd'hui, je suis rentrée depuis 1 an. Je suis revenue à Paris. Et donc j'ai commencé une nouvelle mission au sein de la maison Louis Vuitton. Donc j'ai complètement changé de métier puisque mon poste n'est plus chef de produit aujourd'hui. Il s'appelle coordinateur design studio. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est plutôt gestion organisationnelle. Donc c'est assez différent. Ça
ça reste toujours sur de l'accessoire. Là, aujourd'hui, c'est sur de la maroquinerie. Donc, c'est encore une fois une catégorie sur laquelle je n'ai pas travaillé dans les maisons précédentes. Donc, tout ça pour vous dire qu'au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de l'expérience, votre vie professionnelle va évoluer, que ce soit en termes de département, de métier que vous allez faire, grâce à l'expérience. Tout ça va changer grâce au contact que vous allez vous faire au fur et à mesure. Il y a énormément d'évolutions possibles. Le secteur du luxe est vraiment un secteur ultra vaste au sein duquel on peut faire énormément de métiers. Moi, en l'occurrence, j'ai connu certains métiers du marketing, mais c'est à peu près, je pense que 10% du panel que ça peut vous offrir. Aujourd'hui, mon rôle est basé au sein du département design. Donc, je travaille et j'évolue au quotidien avec des designers. Mais peut-être que demain, ce sera au sein de la supply chain, je ne sais pas. En tout cas, juste pour vous dire que ce secteur est ultra riche et offre une diversité de métiers vraiment énorme. Et c'est vraiment un très beau secteur. Donc, si vous êtes intéressé après, je serais ravie de répondre à vos questions. Merci Amandine. On était ravis de te suivre pendant ces années depuis que tu es partie du BBA INSEC et d'apprendre sur ton parcours. On aura plein de questions pour toi tout à l'heure, mais d'abord on va passer la parole à Maxime qui va nous parler de son parcours aussi et il va nous parler de comment il est arrivé chez Coty. Où il est Senior Trade Marketing Manager et on va voir que Maxime a des expériences très riches, surtout en cosmétique et il n'a pas pensé, lui il a 10 ans, il ne s'imaginait pas en cosmétique. Ouais, exactement. Donc bonjour à tous, je m'appelle Maxime Paz, donc j'ai 32 ans, je viens de Haute-Savoie vers Annecy et aujourd'hui du coup je vous parle d'Amsterdam. Donc voilà, je suis en trade marketing. Donc, pour certains, surtout les étudiants, les lycéens qui viennent, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire. On y reviendra. Donc avant de vous parler de mon parcours au sein de l'INSEC, j'étais à votre place il y a quelques années. Donc maintenant je me fais un petit peu vieux, mais j'étais à votre place. J'étais en terminale. J'ai fait une terminale scientifique, spé, c'était physique-chimie. Autant vous dire que j'étais pas hyper brillant à l'époque sur toutes ces matières physique, maths, etc. Mais j'étais pas trop mauvais dans toutes ces choses de sciences. Et je m'étais posé la question à l'époque, évidemment comme vous avez aujourd'hui cette question, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Parce qu'on nous met déjà la pression quand on est au collège, on nous met la pression quand on est au lycée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, moi j'avais un rêve à l'époque qui était être pilote de chasse. Donc qui est totalement différent de ce que je fais aujourd'hui, qui est totalement différent des études que j'ai eues. Donc j'avais commencé du coup quand j'étais encore lycéen j'avais commencé les concours pour être pilote de chasse et en parallèle pour avoir parlé avec d'anciens pilotes de chasse, ils m'avaient dit que c'était bien d'avoir une expérience avant, de faire des études en droit, en commerce, etc. pour s'ouvrir un petit peu l'esprit et avoir plus de chances d'intégrer l'école de pilote de chasse. Donc à l'époque, j'ai suivi les conseils, j'ai commencé à regarder les écoles de commerce parce que c'est vrai que ma famille, il y a des gens qui sont dans le commerce et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, toute la partie on va dire financière, la partie marketing, comprendre comment négocier avec un client, comment faire en sorte que tel ou tel produit soit plus vendu que d'autres, etc. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de voir pour une école de commerce. À l'époque, j'avais regardé donc le BBA INSEC qui s'appelait l'ECE, École de commerce européenne. Ça m'avait tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce que déjà il y avait le logo. Je ne sais pas pourquoi, mais le logo était orange. Du coup, ça me plaisait. Je me suis dit, il y a écrit École de commerce européenne, ça en jette sur mon CV, ça peut être top.
Et du coup, j'avais passé le concours un peu comme ça. C'était vraiment la seule école où j'avais passé ce concours. Et en fait, ce qui m'a énormément plu dès le début, c'était pas le marketing, la finance, tous ces cours qu'on connaît déjà quand on est lycéen, donc passer notre journée à écouter un prof. C'était réellement avoir une expérience professionnelle dès la première année. La première année, j'ai fait des stages. La deuxième année, je suis parti à l'étranger. Troisième, quatrième année, encore des stages. Et je me suis dit, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Rester encore en cours pour apprendre. J'ai fait ça depuis que j'ai 3 ans. Ça commence à être un peu casse-couille. Du coup, je me suis dit vraiment, c'est ça, plutôt que aussi de faire une classe préparatoire pour rentrer dans les grandes écoles de commerce. Et clairement, on pourra en revenir après. On pourra revenir là-dessus après. J'ai un avis très arrêté sur ces écoles sur ces classes préparatoires. Du coup, voilà. En gros, c'est pour ça que je suis parti sur le BBA INSEC. Donc, comme je vous l'ai dit, première année, déjà il y avait un mois de stage en vente. Donc, on fait vendeur, comme certains ont déjà fait vendeur pendant l'été, etc. Donc, on a vraiment commencé sur du basique, c'est-à-dire qu'avant de parler d'être le CEO de Louis Vuitton, d'être dans des gros postes, comprendre déjà à plus petite échelle qu'est-ce que le consommateur veut et qu'est-ce que nous, on peut apporter, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai eu cette première expérience en tant que vendeur. J'étais en Suisse, à Genève, donc dans un magasin de luxe plutôt axé sport. Donc c'était plutôt équipement sportif pour l'hiver. Donc j'ai croisé des célébrités comme Michael Schumacher, Fernando Alonso, enfin bref, voilà, des gros sportifs. Donc voilà, j'ai appris ça pendant un mois. Après, deuxième année, du coup, l'école nous demandait de partir à l'étranger aussi pour un stage. Donc là, c'était vraiment un stage d'une durée plus longue. Donc là, j'ai eu l'opportunité de partir 3 mois en Chine, donc totalement différent. Je suis passé de la Suisse, Genève, hyper guindé, à la Chine, donc qui était en pleine expansion. C'était un peu le bordel, rien n'est comme en Europe au final, on n'a aucun repère, ça parle pas anglais, tout ce qui est écrit ce sont des symboles, donc vraiment totalement perdu. Donc là 3 mois là-bas et vraiment c'est pareil, c'est une super expérience, la seule expérience que j'aurais pu avoir en partant en école de commerce. Donc le BBA INSEC me l'a offert. Je suis parti et pareil, 3 mois de folie, bon, à travailler évidemment, mais aussi à se faire des copains, à faire la fête, parce que c'est aussi très important et c'est peut-être un point qui vous intéresse aussi. Donc voilà, 3e année, on devait partir encore à l'étranger. Donc cette fois-ci, c'était un semestre académique pendant 6 mois. Donc ça dépendait des universités, c'était entre 6 mois et 1 an. Moi, je suis parti pendant 6 mois au Mexique. Donc je me suis dit, autant faire les 4 coins du monde pendant que je suis encore jeune, pendant que j'ai pas de famille, pendant que je suis un peu vif encore. Donc je suis parti au Mexique pour voir encore quelque chose de totalement différent. Et en plus de ça, c'était le bon rapport qualité-prix parce que le taco c'était à moins d'1 euro. Donc étant étudiant, ça me coûtait rien et je pouvais pas mal profiter. Donc là, 6 mois pareil, donc dans une université de fous furieux où il y avait salle de sport, il y avait piscine, etc., etc. On travaillait aussi un petit peu aussi. Voilà. Et 4e année, donc là, c'est là où vraiment les choses ont commencé un petit peu à se corser parce que 4e année, il faut choisir sa majeure. Donc moi, j'ai fait de la finance, majeure finance, et c'est aussi à ce moment-là que on doit trouver un stage de 6 mois et finalement, ce stage de 6 mois peut déboucher en un vrai job. Donc du coup, cette 4e année, à la fin j'ai étudié en finance et quand il s'est posé la question de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie,
J'ai postulé à plein d'entreprises dans lesquelles je pensais que je pouvais avoir une valeur ajoutée, dans lesquelles j'adorais les produits, donc j'ai commencé et au final, je suis arrivé dans les cosmétiques. C'est vraiment clairement par hasard parce que j'avais eu des opportunités donc à la Fédération internationale de l'automobile à Genève, j'avais eu des opportunités aussi chez Salomon, donc équipementier sportif, ski, outdoor, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas me mettre un petit challenge et postuler chez L'Oréal. Sachant que je ne savais pas ce qu'était un mascara, je ne savais pas ce qu'était un fond de teint, j'étais vraiment perdu. C'est mes potes d'école, plutôt mes copines qui me disaient moi, mon rêve, c'est d'aller chez L'Oréal. Moi, mon rêve, c'est d'aller chez LVMH. Donc, je me suis dit, je vais essayer et on verra. Et au final, j'ai eu cette opportunité-là que j'ai prise. Je me suis dit, c'est le moment aussi pour moi de me mettre un petit challenge et de voir ce que je vaux dans un environnement qui est totalement différent de ce que je connais. Donc, j'ai intégré L'Oréal pour un stage. Donc, j'ai travaillé notamment chez Yves Saint Laurent et Lancôme. Donc, à la fois en merchandising et en développement de produits. Donc, pour les filles, c'est clairement, si vous achetez votre mascara Lancôme, il y a des chances que j'ai contribué à ce nouveau produit. Donc, ces 3 ans chez L'Oréal, donc c'était évidemment 6 mois de stage et après je suis resté chez L'Oréal. Je suis parti parce que je voulais retourner en Suisse. Et c'est là où j'ai atterri en gros chez Coty. Donc Coty, je pense que personne ne connaît réellement cette entreprise quand on en parle, mais je suis sûr que si je vous parle de toutes les marques qu'on a, il y aura un petit tilt et vous direz ah oui en fait je connais. Donc typiquement voilà les marques que vous voyez sur l'écran. En plus de ça pour les filles il y a Bourjois, Max Factor, Rimmel, voilà. Donc aujourd'hui, je travaille chez Coty, donc j'ai travaillé à Genève, j'ai eu l'opportunité de bouger à Amsterdam, donc c'est cool. À part le temps, tout est top et voilà. Donc peut-être pour revenir sur l'INSEC qui est aussi, je pense, la chose principale pour vous. Honnêtement, donc comme dans toutes les autres écoles, vous allez avoir des cours, vous allez avoir des profs, il va y avoir des profs que vous allez aimer, des profs que vous n'allez pas aimer, des cours que vous allez aimer, des cours que vous n'allez pas aimer. Mais quoi qu'il arrive, posez-vous les bonnes questions qui sont qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Quels sont réellement pour vous, quel est votre job de rêve et comment est-ce que vous allez faire pour y arriver? Est-ce que cette école, ce BBA, va vous permettre d'arriver à votre, comment on dit ça en français, à votre goal, en gros, à votre priorité, on va dire. Et si c'est le cas, à travers ces stages, à travers ces différents voyages que vous allez faire, parce que ces voyages forcément sont obligatoires, et forcément, en allant dans des pays à droite à gauche, ça sera totalement différent de ce que vous allez faire, ce que vous allez apprendre en France. D'accord ? Donc vous allez avoir une énorme ouverture d'esprit, vous allez pouvoir travailler avec des gens du monde entier, vous allez devoir vous mettre un peu la pression à parler aussi en anglais, parce que évidemment le business aujourd'hui ne se fait pas qu'en français, donc vous allez devoir apprendre à gérer d'autres langues. Et est-ce que cette école est faite pour vous ? Voilà, moi j'ai eu ma réponse. Je pense que j'ai pas mal réussi dans toutes les priorités que je m'étais données et une grosse partie est grâce à cette école, grâce à ces profs qui m'ont permis de réussir. Après, voilà, une chose que vous devez savoir, c'est que c'est pas l'école qui va vous donner toutes ces informations-là. C'est pas l'école qui va vous trouver un stage. C'est pas l'école qui va vous faire, qui va penser pour vous. C'est vous qui allez devoir vous prendre en main. Et c'est vous qui allez devoir faire vos choix. L'école sera juste là pour vous aider, pour vous donner des directions et vous permettre de réaliser vos rêves, du moins professionnels. Voilà. Donc je pense que j'ai rien d'autre pour le moment à dire.
Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai. Merci beaucoup, Maxime. C'était vraiment super intéressant. Je me souviens très bien qu'à un moment, l'objectif, c'était pilote de chasse. Et après, tu étais dans le POA karting. Donc, et tu voulais travailler aussi dans l'automobile. Donc, quand tu as parlé, je me souviens très bien que c'était une des pistes qui t'intéressait. Et de pilote de chasse, automobile, et tu arrives dans les parfums, les cosmétiques et les mascaras. Et maintenant, tu es expert, je le sais, sur ces sujets. Est-ce que tu pourras nous parler des compétences dont tu as besoin, les hard and soft skills dans ton poste et comme l'école t'a aidé à développer ces compétences? Oui, bien sûr. Alors, je pense que le mot principal et le plus important pour moi a été l'adaptation. En gros, à chaque fois que j'ai fait un stage, à chaque fois que je suis arrivé quelque part, même à l'étranger, j'ai dû m'adapter, j'ai dû me mettre un petit peu la pression parce que je sors de ma zone de confort. Je suis plus chez papa-maman, je suis à l'autre bout du monde. Voilà. Donc j'ai dû m'adapter à la culture, j'ai dû m'adapter à l'école, à la nouvelle école, à la nouvelle vie étudiante. J'ai dû m'adapter à pas mal de choses. Je pense que professionnellement parlant, si vous arrivez à vous adapter facilement, clairement, il n'y aura pas de problème. Si c'est un petit peu plus compliqué, bon, évidemment, ça s'apprend, etc. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Après aussi, la chose qui est très importante, c'est d'avoir envie de faire les choses. On va pas en école de commerce juste pour aller faire la fête. Évidemment. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, la fête est une partie intégrante du cursus. Mais voilà, on vient ici, c'est pour bosser. On vient ici, c'est pour apprendre des choses. C'est pas pour se toucher toute la journée et se dire bon, l'école, elle va arriver à nous donner un stage. Et puis j'ai plus qu'à attendre. Ça va, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes travailleur, vous voulez savoir, vous voulez apprendre de nouvelles choses, évidemment, l'école est faite pour vous et clairement, il y aura aucun problème là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais plus. Ça me va très bien comme réponse. C'était ça qui était important, c'était ta réponse et ta vision. Amandine, on va te laisser la parole. Tu as parlé des langues, de l'italien et de l'anglais. Tu peux nous dire comment ces langues, est-ce qu'ils t'ont aidé à trouver les différents postes que tu as occupés? Est-ce que parler de différentes langues, c'est important pour travailler dans l'industrie du luxe? Oui, je dirais que c'est quand même assez primordial. Alors, bien sûr, lorsque je suis sortie de l'école, du lycée, pardon, mon niveau était plus que basique, que ce soit en anglais ou en italien. J'ai toujours adoré l'italien et comme c'est beaucoup plus proche du français, c'était beaucoup plus facile. Mais j'avais un niveau très scolaire, j'étais pas vraiment capable de m'exprimer seule, je faisais du par cœur. Donc c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup, le fait qu'il y ait beaucoup de cours dispensés en anglais dès la première année. Mais en fait, c'est quelque chose auquel on s'adapte extrêmement vite, auquel le cerveau s'adapte en fait assez rapidement. Bien sûr, au début, on recherche ces mots, on fait du Google Translate, forcément, mais ça vient vraiment très très vite et oui, c'est complètement primordial après dans la vie professionnelle, pas que dans le luxe, mais alors dans le luxe, je dirais que parler italien c'est un plus, particulièrement dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Si vous voulez travailler en marketing et notamment en développement produit, c'est vrai que les 3/4 des fabricants sont basés en Italie. Alors bien sûr, dans des grosses structures telles que LVMH, ils s'adaptent. Les fournisseurs, les fabricants s'adaptent et vous pouvez parler anglais, il n'y a aucun problème, mais c'est pas comme ça partout. Je l'ai vu chez Lanvin par exemple. Sans l'italien, ça aurait vraiment été très très compliqué et ça a été un atout énorme. Après, ça dépend aussi du département dans lequel vous souhaitez travailler. Parce que si vous souhaitez devenir commercial, encore une fois, les langues, c'est vraiment un prérequis. C'est vraiment le prérequis le plus important. En tant qu'assistante commerciale chez Dior, oui, la raison pour laquelle j'ai décroché mon stage, c'est clairement parce que je parlais italien et parce que c'est quelque chose qui reste quand même assez rare en France et à Paris.
Donc oui, c'est très important les langues étrangères et l'italien pour le luxe et particulièrement pour le développement produit. Si je peux juste rajouter un truc sur les langues étrangères, oui, effectivement, c'est hyper important, comme l'a dit Amandine. Par contre, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas très bon en anglais ou en espagnol, en italien, que faut avoir peur. Je suis arrivé et je savais juste dire hello en anglais et c'est tout. Voilà. Maintenant, je parle tous les jours en anglais. Ça arrive avec le temps. Mais c'est surtout, c'est vraiment pas quelque chose qui doit être rédhibitoire pour vous. Non, je suis totalement d'accord. Je vais juste rajouter que, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que le plus important, en fait, c'est de pouvoir s'exprimer dans le monde professionnel. Et le vocabulaire, en fait, est récurrent, c'est toujours le même. Donc, on se rend compte qu'au final, le niveau demandé dans le monde professionnel d'anglais est vraiment pas incroyable et ça peut s'acquérir vraiment très vite. Merci à tous les deux. Nous avons une question et c'est Marc-Olivier Balustre, chargé des admissions et aussi responsable des communications, qui va la poser. Alors du coup, on a une question de Andrea qui est étudiante en 4e année, je ne sais pas si elle a pu la voir. On sait que de nos jours, le secteur du luxe est éprisé et difficile d'accès. Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en master pour réussir et se démarquer dans ce secteur? Tu veux commencer, Amandine? Vas-y. Alors, déjà dans le luxe, donc il y a toujours plusieurs métiers, donc ça dépend du métier que tu souhaites faire. Si tu es en finance, évidemment, tu vas pas avoir la même approche qu'en marketing. Si tu veux postuler en marketing, évidemment, il faut avoir une approche un peu plus créative, c'est-à-dire que déjà ton CV, ça doit pas être un CV fait sur PowerPoint en noir et blanc. D'accord ? Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des fleurs de partout, voilà. Mais il faut que ce soit quelque chose déjà qui soit un tout petit peu plus créatif et un tout petit peu plus recherché. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui aide aussi, c'est si tu as déjà fait des stages de vente dans des grandes maisons. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu vas... C'est plus facile de rentrer en tant que stagiaire chez Chanel quand tu fais de la vente pendant tes jobs étudiants. Ça, ce sera toujours en plus quand tu postuleras. Et dernier point, sur le luxe, je sais plus ce que je voulais dire. Sur le luxe, voilà, c'est malgré le fait que ce soit du luxe, faut quand même rester naturel, parce que tu vas travailler avec des gens qui sont tout aussi naturels que toi, et quoi qu'il arrive, moi c'est un peu comme ça, c'est un peu dans cet angle-là que je l'ai pris. Il faut que si ton but ultime c'est d'être dans le luxe, eh ben faut que tu sois un petit peu, on va dire pas plus intelligent que les autres, mais que tu saches quels sont les métiers qui sont un tout petit peu moins prisés, parce qu'en école de commerce, on parle du marketing, on parle de la finance, alors qu'il y a 1 million d'autres métiers, typiquement celui d'Amandine dont je ne connaissais même pas le nom. Moi, trade marketing, vous devez être la moitié à vous dire qu'est-ce que c'est pareil. Voilà, c'est des choses que les étudiants recherchent un tout petit peu moins, mais par contre, il y a de la demande. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en concurrence avec 250 personnes, tu seras peut-être en concurrence avec 100 ou 150, et tu auras déjà plus de chances. Voilà, donc ça, pour moi, c'est les conseils que je te donnerai. Alors, on a une seconde question. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous avez fait face lors de vos stages ou votre début de carrière dans le luxe ? Alors, les plus grandes difficultés, je pense que lorsqu'on connaît absolument pas le secteur, c'est l'adaptabilité. Il y a pas mal de codes en fait aussi. Et puis en fait, tout dépend de la maison dans laquelle vous entrez, parce qu'il y a certaines règles ne serait-ce que de présentation, alors présentation de soi,
ou présentation, les PowerPoint que vous allez effectuer, la manière dont vous remettez des documents, des choses comme ça. Donc je pense que c'est essayer de comprendre l'ADN et la démarche de la maison, comment est-ce que les gens présentent, essayer de s'imprégner un peu des gens autour de soi et de répliquer un peu ça quand on ne sait pas. Je pense que c'est pas mal d'observer, d'être peut-être un peu trop en retrait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Mais l'observation, c'est très important. Et parce que ça peut être, c'était complètement différent des expériences de stage que j'ai pu avoir précédemment. Donc la culture d'entreprise était extrêmement différente et la dimension, ne serait-ce que en termes de nombre de personnes, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu explorer auparavant. Donc il y a toute une manière d'être à adopter et ça peut être un peu compliqué au début, mais encore une fois, ça vient très vite. Tout comme la manière dont vous allez interagir avec vos camarades à l'école. C'est des choses qui, au début, nous paraissent tellement... Comme c'est méconnu, ça paraît très compliqué à appréhender. Et en fait, au final, on se rend compte qu'avec le temps, ça fait partie intégrante du comportement avec le temps. Donc, oui, plus grande difficulté, je dirais, c'est... la manière de se présenter, comprendre la typologie de structure dans laquelle vous êtes et vous adapter et répliquer un peu le bon comportement, les présentations, les codes. C'est un peu le plus important et c'est assez déterminant au début. Après, je me permets, parce que je vois une autre question, peut-on faire la formation en alternance dans le secteur du luxe ? Alors, quel type de formation ? Une formation scolaire en alternance dans le secteur du luxe ? Est-ce qu'il y a une formation en particulier dont vous parlez ? De ce que je pense comprendre de la question, c'est peut-on faire une école de commerce avec un cursus en alternance dans le secteur du luxe ? Alors oui, tout à fait. Il faut juste se renseigner sur les programmes qu'offrent les écoles en amont. Mais oui, bien sûr, il y a énormément d'écoles qui proposent ça. Je pense que le BBA ou les masters le proposent. Et ça, il faut que l'entreprise soit d'accord avec le rythme d'alternance. Parce qu'il change en fonction des écoles. Et parfois, il y a certaines entreprises qui ne sont pas forcément en accord avec certains rythmes que proposent les écoles. D'accord. Donc moi, par exemple, en l'occurrence, mon cursus d'alternance, j'allais à l'école le jeudi, vendredi, samedi, 2 fois par mois. Et donc, j'étais en entreprise lundi, mardi, mercredi, une semaine sur 2 et le reste du temps, la semaine complète. Donc, c'était un rythme qui convenait totalement à l'entreprise. Donc, il faut juste se renseigner de l'accord entre les deux parties prenantes, mais c'est très intéressant, je pense, et c'est une valeur ajoutée après d'avoir eu l'opportunité de réaliser une alternance. Maxime, tu veux répondre aussi à la question par rapport aux défis ? Ouais, alors moi j'ai pas eu les mêmes défis qu'Amandine. Évidemment, moi le plus gros défi c'était je connaissais pas du tout ce monde du luxe. C'était d'apprendre un petit peu les codes et c'était surtout le luxe, mais surtout les cosmétiques, parce que j'ai jamais fait de grandes maisons comme Vuitton. Vraiment dans les cosmétiques, le plus gros défi pour moi, c'était de partir de zéro et de me dire bon, ok, je comprends rien, je sais pas ce que sont des cosmétiques à part un parfum que j'utilise une fois tous les 6 mois. Je sais pas ce que c'est. Donc le plus gros défi, c'est comprendre non pas le métier, mais surtout le secteur. D'accord ? Comprendre le secteur, comprendre les consommateurs, ce qu'ils recherchent pour que moi, du coup, je performe dans mon job. Donc voilà, donc je pense que c'était le premier défi. Et le deuxième défi aussi, c'est, on n'en a pas encore parlé, mais tout l'aspect financier. Tout l'aspect financier, parce que quand on est étudiant et qu'on est en stage, on peut se retrouver avec 500 € par mois. Donc ça peut être aussi un défi. Et pareil, en début de carrière, c'est pareil.
faut pas s'attendre à gagner 5 000 euros net par mois. Voilà. Si on commence un job après le stage dans une maison de luxe, après voilà, en finance, on peut très très vite grimper très haut, très rapidement. Quand c'est en marketing ou tous les jobs liés au marketing, on commence relativement bas. Hein. On se dit au final, qu'est-ce que je fous ici? Moi, je pensais que j'allais gagner 5 000 euros dès le départ. Ce qui n'est pas vrai. Il faut que vous sachiez ça. Après, je connais aucun métier où on commence hyper haut. Hein. Donc voilà. Donc ça a aussi été un défi parce que quand on arrive à Paris, on est fraîchement diplômé, on a son premier job, on est content, mais il y a l'argent qui rentre en jeu parce que la vie à Paris coûte cher. Voilà. Alors, on a 2 autres questions. Bonsoir, est-il possible d'avoir vos contacts mail ou LinkedIn pour vous poser des questions liées à la recherche de stage? Et une deuxième question ensuite, est-il obligatoire de faire ces stages à l'étranger lorsqu'on veut intégrer le secteur du luxe? Alors moi, je peux répondre tout de suite sur les stages à l'étranger. Donc, il n'est pas obligatoire. Ça dépend de l'école. Une fois de plus, ça dépend de l'école. Si l'école demande de faire des stages à l'étranger, oui, il faut le faire. Si par contre, toi, tu veux rester en France, c'est pas obligatoire, tu veux rester en France, tu peux rester en France. Mais ça me rappelle aussi que il y avait une question, la toute première question, quels sont c'était quoi? Les conseils. Donc les conseils, c'est pareil. Donc le luxe, donc évidemment, une grosse partie des entreprises de luxe sont françaises. Il y en a beaucoup, il y en a des italiennes, il y en a de partout. Voilà. Mais une grosse partie est française. Donc en France, on est imprégné par le luxe. Si vous êtes intéressé par le luxe et que vous pensez que vous avez moins de chances, et c'est sûr et certain qu'il y a moins de chances d'intégrer une grande maison de luxe en France, eh ben pourquoi pas essayer de postuler à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, il y a ces mêmes maisons de luxe, mais qui sont pour des marchés locaux, et là, il y aura beaucoup moins de monde. Et si déjà, il y a un Français qui a déjà une petite expérience dans le luxe, qui arrive à l'étranger, ce sera beaucoup plus simple parce que déjà, de toute façon, il y a beaucoup moins de demandes. Parce que les postes de stagiaires, c'est très franco-français. Il y a beaucoup moins de postes. Les entreprises utilisent beaucoup moins les stagiaires dans les autres pays. Donc voilà, petit conseil là-dessus. Après, par contre, c'est pas obligatoire, sauf si Niki Papadopoulou vous dit il faut les faire à l'étranger. Dans ce cas-là, vous avez pas le choix. Merci Maxime, c'est bien, tu as raison de dire ça. Non, c'est pas obligatoire. Et on va peut-être laisser la place à un dernier commentaire que vous voulez partager, un conseil peut-être aux personnes qui sont connectées aujourd'hui. On est ravis de les avoir ici avec nous. Et après, on va finir en vous demandant si vous êtes d'accord pour partager vos coordonnées LinkedIn, car il y a énormément de personnes qui sont connectées, qui aimeraient bien pouvoir vous contacter. Alors, pour un petit conseil, Amandine, quelque chose que tu penses que tu aurais bien aimé que quelqu'un te dise quand toi, tu étais... ou avant de commencer tes études au BBA, ou pendant tes études, quelque chose que tu penses qui est précieux, qu'il faut partager. Eh bien, moi, comme l'a dit Maxime, pour le coup, j'aurais aimé avoir comme conseil, par exemple, si vous êtes absolument déterminé dans l'idée de travailler dans ce secteur, je pense que c'est très bien d'orienter vos premiers stages tout de suite dans le domaine. Donc, c'est-à-dire, comme il l'a dit, je pense que si c'est le luxe, et bien, dès le stage de première année, dès le stage de vente, ce serait bien de réaliser votre stage de vente dans une maison de luxe. Je sais que Louis Vuitton, en termes d'expérience de vente, c'est extrêmement enrichissant, que le recrutement est quand même assez pointu déjà pour des stages de vente. Donc je pense que c'est très intéressant et ça peut être une valeur ajoutée après pour la suite. Déjà, ça vous donne un pied dans la société, ça vous donne des contacts, ça vous donne une proximité avec les produits, vous en apprenez énormément sur la marque, sur l'ADN de la maison. Et donc après, vous ferez la différence au sein de cette maison-là si vous souhaitez poursuivre votre carrière et avoir de nouveau un stage. Je pense que ça, c'est vraiment un bon tips de recommander ça.
à des étudiants s'ils sont complètement déterminés dans leur idée. Après, moi, à l'époque, en première année, je savais absolument pas, j'avais besoin de me tester. Donc, j'ai absolument pas de regret à pas m'être orientée tout de suite dedans. Je suis très contente de m'être cherchée et d'avoir effectué des stages dans divers domaines. Mais si vous êtes déjà convaincu, eh bien, dans ce cas-là, essayez pour mettre toutes les chances de votre côté. Ce serait bien de commencer dès à présent.